Je vous introduis maintenant Jean-François Desgagnés, étudiant à la maîtrise à l'UQAR sous la direction de Martin-Hugues Saint-Laurent et de Robert Schneider. Jean-François va nous présenter sur la régénération forestière et orignaux, mieux comprendre les variations de l'utilisation des ressources en forêt aménagée sous de hautes densités de cervidés. À toi, Jean-François. Oui, bon. Partager. OK. Est-ce que vous voyez ma diapositive? Oui, merci. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être là ce matin, en fait, pour assister à ma petite présentation dans laquelle je vais vous parler d'une partie de mon projet de maîtrise, dans laquelle on s'intéressait à la régénération forestière, en fait, et au broutement de l'orignal dans un système où est-ce qu'on a une forte densité d'orignaux. Comme ça. Donc, c'est pas un secret pour personne, en fait. Au Québec, on a un long historique d'aménagement forestier. C'est un segment économique qui est important pour plusieurs régions du Québec. Bien sûr, l'aménagement forestier, ça a des effets qui peuvent être néfastes pour certaines espèces, mais ça a aussi des effets qui sont bénéfiques pour d'autres. Une des espèces qui cohabitent bien avec l'aménagement forestier, c'est l'orignal. L'orignal, lui, sélectionne davantage les jeunes forêts en régénération suite à une perturbation. Donc, par exemple, les coupes forestières. Suite à une coupe forestière, on va avoir une forte augmentation de la disponibilité, en fait, de la nourriture pour l'orignal. Donc, souvent, il va y avoir une bonne régénération d'essences pionnières, comme des feuillus, des peupliers, des bouleaux, qui vont coloniser le parterre de coupe suite à une récolte, puis ça va être très favorable à l'orignal. Et dans un contexte où est-ce qu'on est on a un aménagement forestier qui est intensif, on va avoir une plus forte proportion de ces jeunes forêts-là dans le paysage que ce qu'on aurait, par exemple, dans un régime de perturbation qui serait strictement naturel. Donc, c'est connu dans plusieurs régions du monde. L'aménagement forestier est l'un des grands vecteurs, en fait, d'augmentation des densités d'orignaux. Des fortes densités d'orignaux, bien que ça peut faire le bonheur de l'industrie de la chasse sportive, en fait, ça peut aussi amener son lot d'inquiétudes au niveau du secteur forestier. Une forte pression de broutement, ça peut se traduire par des dommages à la régénération. Des dommages qui vont principalement être causés en hiver. En hiver, pourquoi? En hiver, on n'a pas de feuillage, on n'a pas de plantes herbacées ni de plantes aquatiques. Donc, l'orignal est forcé de consommer les ramilles, en fait, donc des parties complètes de tiges. Donc, ce qui va occasionner, en fait, une perte de qualité. Donc, comme on peut voir à l'image ici dans les petits encerclés rouges, par exemple, des tiges qui vont avoir plusieurs flèches terminales, des tiges qui vont être moins droites, donc qui vont être d'un moindre intérêt pour l'industrie forestière. Si la pression est très forte, on peut bien sûr avoir de la mortalité au niveau des tiges. Il y a certaines essences qui sont plus vulnérables que d'autres, d'autres plus résistantes. Éventuellement aussi, ça peut entraîner un changement de composition au niveau de la régénération par rapport à ce qu'on se serait attendu. L'orignal cible certaines espèces, mettons, plus que d'autres. Donc, on peut s'attendre à avoir une certaine variation par rapport à ce qu'on s'attendait. Tout ça peut entraîner des impacts socio-économiques, en fait, pour le secteur forestier. Par contre, ces impacts-là ont rarement été chiffrés. Et il faut savoir que la réponse face aux coupes forestières de l'orignal, à travers toute son aire de répartition, que ce soit l'élan en Europe ou l'orignal de l'Alaska ou l'orignal de l'Est ici, il y a beaucoup de variations qu'on peut voir en fait dans la littérature. C'est-à-dire que les pratiques forestières sont bien adaptées aux particularités de la région, en fait. Donc, c'est pas parce qu'on a une coupe forestière nécessairement que l'orignal va réagir de la même façon. Donc, c'est important d'évaluer ça, en fait, dans le contexte dans lequel on se trouve, donc dans le contexte régional. Donc, un des objectifs de ma maîtrise, en fait, c'était d'évaluer l'effet de différentes variables du paysage, mais aussi des variables qu'on va dire locales, sur l'utilisation de l'habitat et les dommages que l'orignal peut causer, tout en prenant en compte le traitement sylvicole et l'âge après traitement. Donc, on se transporte dans le Bas-Saint-Laurent, en fait, qui est mon aire d'étude, l'une des régions dans lesquelles on a la plus forte densité d'orignaux au Québec, une des plus fortes, en fait, au pays. C'est une région qui a un autre particulier. On a l'absence, en fait, du principal prédateur de l'orignal, qui est le loup-gris, qui agit aussi comme étant un des principaux facteurs limitants à la croissance des densités. Donc, on a échantillonné 88 parterres de coupe de différents types de traitements sylvicoles. Dans chacun de ces traitements-là, il y avait 5 placettes échantillons, donc 440 placettes qui ont été échantillonnées. On a fait dans chacune de ces placettes-là un inventaire de brou pour mesurer l'intensité du broutement, mais aussi le niveau de mutilation des tiges. Un inventaire forestier multiressources, en fait, pour extraire la majorité de nos variables indépendantes qu'on allait utiliser plus tard dans nos analyses.
On a aussi fait en parallèle un inventaire par caméra trap, suivant le Random Encounter Model de Rocliffe et al. En 2008. Tout ça, c'était pour avoir une estimation en fait, de densité relative par territoire structuré dans notre aire d'étude, donc on allait justement utiliser plus tard dans nos analyses. Et un facteur qui est assez novateur dans ce type d'études-là, en fait, c'est qu'on a quantifié la disponibilité en azote dans les tiges, en fait, à partir d'échantillons qu'on avait ramassés dans chacune des placettes. Il faut savoir, c'est que l'azote est un facteur, en fait, qui peut être assez important pour l'orignal, donc qui peut influencer sa sélection alimentaire. Donc, on l'a inclus dans nos analyses. Pour ce qui est de nos analyses, on a procédé avec des modèles Hurdle, donc des modèles en deux parties. Donc, une partie sur l'occurrence et une partie qui est sur la variation d'intensité lorsque c'est présent. Au lieu de le faire en Hurdle, on va dire classique, donc en une partie, on l'a séparé manuellement pour faire une partie des analyses sur l'occurrence et sur les variations d'intensité. Dans le but de ça, en fait, c'était de voir si on n'aurait pas un modèle différent qui expliquerait mieux un phénomène et un autre modèle qui expliquerait mieux l'autre phénomène. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des régressions logistiques multiples, donc le segment occurrence de ça. Donc sur deux variables dépendantes, qui sont les tiges commerciales broutées et les tiges commerciales sévèrement mutilées. On a testé l'effet, en fait, de différents modèles qui sont des combinaisons de variables sur ces deux variables dépendantes-là. Donc, pour ce qui est de nos variables du paysage, on les appelle du paysage, mais on veut dire plutôt de l'environnement avoisinant, par exemple, le parterre de coupe. On a le pourcentage qui est occupé par des coupes en régénération naturelle, le pourcentage de superficie occupé par des plantations, la densité de route, la densité de bordure. Au niveau plus local, on a le couvert vertical, le couvert latéral, le pourcentage de tiges non commerciales broutées, la disponibilité relative en azote commercial et non commercial, la distance à la bordure, la superficie du traitement, l'indice de diversité de Brillouin et la densité relative d'orignaux. À chacun de nos modèles, on a ajouté des PCNM pour contrôler pour l'autocorrélation spatiale et le site comme étant un effet aléatoire. Donc, pour ce qui est des résultats, en fait, pour ce qui est dans un premier temps des tiges commerciales broutées, dans le modèle le plus parcimonieux, en fait, on remarque un effet positif du pourcentage de tiges non commerciales broutées, un effet positif de la disponibilité relative en azote dans les tiges commerciales, un effet négatif de la disponibilité relative en azote dans les tiges non commerciales cette fois, et un effet positif de l'indice de diversité de Brillouin. Donc, ces résultats-là peuvent être attachés, entre autres, à de la fidélité au site chez l'orignal. La fidélité au site chez l'orignal, elle est principalement influencée par la disponibilité à nourriture, la qualité de la nourriture et la diversité, en fait, de la nourriture qu'on va retrouver. L'orignal a besoin d'un large éventail, en fait, d'essence pour combler tous ses besoins nutritifs. Ce ne serait pas possible de combler tous ses besoins avec, par exemple, seulement une ou deux essences. Il y a besoin d'une bonne diversité. D'où l'importance, en fait, que la diversité, la qualité et la disponibilité jouent, en fait, dans nos modèles. C'est aussi un animal qui est très généraliste, donc il consomme un peu de tout. Donc lui, il ne fait pas la différenciation entre ce qui est commercial ou ce qui est non commercial. Il y a des essences préférentielles qui sont autant commerciales que non commerciales. Donc, un truc qui est intéressant, donc ce que je vous parlais de mon azote tantôt, un résultat qui est assez intéressant, c'est qu'on peut voir qu'il y a un effet inverse, en fait, sur l'occurrence de tiges commerciales broutées, entre la disponibilité en azote dans les tiges commerciales et dans les tiges non commerciales. Donc, lorsque la proportion d'azote dans les tiges non commerciales est très forte, on a moins de probabilité d'observer des tiges commerciales broutées. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau. Ça a rarement été testé, surtout en milieu naturel. Donc, c'est quand même un résultat qu'on trouve quand même super intéressant. Pour ce qui est des tiges commerciales sévèrement mutilées, qui se veut un peu plus un indice, en fait, du niveau d'intensité de broutement dans une placette, on a des résultats qui sont très similaires à la variable précédente que je viens de vous présenter. Par contre, dans notre modèle le plus parcimonieux, on ajoute deux variables du paysage. Donc, le pourcentage de superficie occupée par des coupes en régénération naturelle et la densité de bordure. On note un effet positif de la superficie occupée par les coupes et un effet négatif de la densité de bordure. Si on se tourne un peu plus vers la superficie occupée par les coupes en régénération naturelle, il
faut savoir que les coupes sont considérées comme étant des habitats nourriciers très importants pour l'orignal. Donc, ça a été démontré dans d'autres études que lorsque la proportion de ce type d'habitat-là est forte dans l'environnement, la taille du domaine vital en hiver, les mouvements de l'orignal vont être plus réduits. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont moins se déplacer dans une plus petite superficie et il y a aussi possibilité qu'il y ait un plus grand nombre d'individus qui soient regroupés, par exemple, dans ce qu'on appelle un ravage. Donc, dans ce sens-là, c'est normal que si nos orignaux, si on a une forte proportion de ces habitats-là dans l'environnement, que nos orignaux se déplacent moins, donc ça va résulter justement en un niveau de mutilation qui va être plus fort sur chaque tige qu'on pourrait observer dans un environnement où est-ce qu'on a moins de ce type d'habitat-là. Et fait intéressant dans toutes nos analyses, en fait, dans toutes les variables qu'on a testées, c'est qu'on n'a noté aucun effet de la densité d'orignaux. C'est le facteur qu'on s'attendait, en fait, qui soit la clé dans toutes nos analyses. On croyait qu'on allait avoir un fort effet, mais on n'en a observé pour aucune de nos variables, en fait. Donc là, c'est sûr, je vous ai juste entretenu d'une petite partie de mon projet. Il y a bien sûr bien d'autres aspects, mais je pense que ça met un peu en lumière l'importance de considérer les variables locales, mais aussi les variables du paysage, pour mieux comprendre, mieux prédire, anticiper le broutement de l'orignal dans une optique justement de limiter, par exemple, les dommages qu'il pourrait y avoir à la régénération commerciale. Si on y va un peu dans des approches de gestion qui pourraient être intéressantes à considérer, il y a entre autres la plantation sans faire de dégagement de plan un peu. Là, on ne parle pas ici du débroussaillage pour éliminer la compétition des framboisiers, mais on parle plutôt de l'éclaircie commerciale qui se fait autour de 7 à 10 ans, qui vient en fait éliminer une bonne partie des tiges non commerciales pour favoriser les épinettes. Il y a des résultats intéressants qui ont sorti d'une équipe de l'Université Laval, justement, dernièrement, sur le fait de laisser l'orignal, lorsqu'il y a forte densité, s'occuper en fait de débroussailler les plantations. Ça permet de garder des habitats de qualité pour l'orignal tout en réduisant en fait les dommages puisque les épinettes ne sont pas consommées par l'orignal. Donc, l'espèce cible qu'on veut récolter plus tard ne serait pas affectée et on aurait des habitats de qualité pour l'orignal. D'un autre œil, au niveau de la planification forestière, ça pourrait être intéressant, par exemple, de limiter l'agrégation de parteurs de coupe en régénération naturelle pour justement limiter la probabilité qu'il y ait un grand nombre d'orignaux qui se réunissent l'hiver dans un petit secteur et qui occasionnerait justement des dommages plus sévères. Donc, je termine en remerciant tout le monde qui ont participé de près ou de loin à mon projet. Et bien sûr, un merci à vous encore d'avoir assisté à ma présentation. Merci. Merci, Jean-François. Je dois féliciter Jean-François et Frédéric pour avoir eu des présentations vraiment de 12 minutes. Bravo. Puis je vous invite encore, entre-temps aussi, en attendant la période de questions, vous pouvez rentrer vos questions, indiquer vos questions dans le chat à Jean-François.